sur la sécurité. Il y a des gens de l'écosystème crypto voilà, qui nous écoutent. Et c'est vrai que comment toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ça fait un an maintenant, un peu plus qu'un an, dans ta conception de l'insécurité. Je m'explique. Ça fait des années, on sait très bien, il y a de l'insécurité en France, mais quand ça commence à toucher soit nos proches, soit un secteur dans lequel on évolue, on rappelle, il y a eu près de 30 agressions crypto ces 12 derniers mois. Enfin, je veux dire, là, depuis le début de l'année, il y en avait quasiment un par jour. Donc, comment toi, tu théorises justement cette explosion de l'insécurité là-dessus. Et toi, d'ailleurs, parce que toi, tu es hyper public, je te voyais encore à Qui veut être mon associé, j'ai regardé en replay il y a quelques jours. Donc voilà, on voit ta tête partout, on sait que tu as du Bitcoin. Qu'est-ce que ça change pour toi au quotidien, cette insécurité massive? Alors l'insécurité, elle est réelle, c'est toujours difficile d'évaluer le risque. Et c'est une insécurité qui est d'autant plus compliquée à vivre et à gérer qu'elle concerne les proches. C'est-à-dire que moi, j'ai absolument pas peur pour moi. Je ne pense pas qu'on va venir m'enlever moi. Enfin, théoriquement, c'est possible, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens, puisque le but, ce serait plutôt de mettre de la pression sur moi et donc d'aller enlever mon associé ou ma famille. Et donc, c'est impossible, en fait, d'ignorer cette menace. On peut dire, ouais, mais non, machin, etc. Mais la réalité, c'est que cette menace, elle existe, que ça fait une chape de plomb sur la famille, que ça fait stresser tout le monde, et que donc, il faut réagir, il faut mettre en place quelque chose. Et je ne suis évidemment pas le seul dans cette situation. Ça concerne toutes les personnes qui ont des responsabilités, qui sont dans la crypto, qui sont un minimum public ou pas, parce que parfois, il y a des affaires, on se demande comment ils ont eu les informations, et là, c'est peut-être effectivement les fuites de données. Et donc, il faut se préparer, et on est obligé de faire quelque chose. C'est le sujet en ce moment le plus discuté parmi tous les membres de l'écosystème crypto, de savoir ce qu'on met en place, quelles sont les solutions qui peuvent exister. Et donc, il y en a deux, il y a deux types de solutions. La première, c'est de partir, et il y en a qui partent. Aujourd'hui, l'exil, il n'est pas fiscal, il est sécuritaire, parce que, et je comprends, tu dis, écoute, j'ai pas envie de vivre dans la peur, j'ai pas envie que ma femme ne dorme pas la nuit ou que mes enfants fassent des cauchemars. Donc, on se barre. Parce que le vrai problème, il est quand même local, ça se passe beaucoup en France. Pourquoi en France? Parce que, et on peut en revenir là-dessus, il y a quand même un sentiment d'impunité assez fort. Il y a 27% des actes de violence dans le monde qui se font en France, donc c'est une aberration statistique. Donc, on peut se barrer. Parce que dès qu'on va ailleurs, on a plus de problèmes, même si techniquement ça peut arriver, bien sûr. Et la deuxième solution, c'est de se protéger. Et se protéger, ça veut dire quoi concrètement? Ça va mettre en place de la protection rapprochée, de mettre des sécurités dans son domicile, de s'armer, de se défendre, de faire de la défense active, de la défense passive. Et donc tout ça, ça coûte très cher. C'est pas rigolo du tout. Je peux vous assurer qu'avoir un garde du corps ou sa famille qui est sous protection, c'est marrant 5 minutes. Tu vois, on a toujours ce fantasme de dire, ah ouais, j'ai un garde du corps, j'ai l'air cool. Ouais, ça dure 5 minutes, ce truc, parce qu'après, c'est vraiment l'enfer. Dès que tu veux faire un truc, dès que tu veux te déplacer, il faut que tu prévois, que tu aies un itinéraire. Tu vas aller au cinéma, à la limite, tu dois acheter des tickets de cinéma pour les gardes du corps. Bref, tu vois, je dirais, il y a évidemment des choses bien pires dans la vie. Je ne suis pas en train de dire que je suis pas en train de me plaindre ou de dire que c'est horrible. Il y a des choses bien pires dans la vie. C'est intéressant parce qu'effectivement, tu avais raconté un jour, je crois, une anecdote, tu avais dit Anthony Bourbon, avec qui tu fais Qui veut être mon associé, il y a quelques mois ou quelques années, justement, il se déplaçait avec un garde du corps et vous trouviez ça un peu amusant, je crois, ou un peu peut-être un peu surfait. Et maintenant, tu as dû toi-même te résoudre justement à une protection rapprochée. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ça a l'air tellement d'un autre monde, en fait, de se dire que tu as un garde du corps, que tu en rigoles un petit peu quand tu vois ça. Tu vois, tu te dis, bon, alors après, évidemment, c'est justifié quand tu sors à des mouvements de foule, des trucs comme ça, il faut faire attention. Mais maintenant, aujourd'hui, on rigole plus du tout. Tu es un peu obligé d'avoir une protection. Et donc, ça a quand même un impact à la fois financier, parce que une protection, protéger ta famille, ça coûte, c'est en dizaines de milliers d'euros par mois. Ça ne coûte pas 2000 balles. Et tu as du monde, ils doivent se relayer, c'est 24-24. Il faut un chauffeur, tu vois, tu ne vas pas te balader à pied. Enfin bref, tu es obligé d'utiliser des systèmes de sécurité. Tu as toutes les mécaniques, les trackers. Enfin bon, tu sais, c'est un truc, ça commence vite à prendre la tête. Et pour gérer ça, tu as besoin de quelqu'un pour gérer ça. Tu as besoin d'un responsable de ta sécurité, tu as besoin aussi de responsables en fait,
qui va gérer un petit peu toute la logistique et dire bah tiens, Eric, il va aller là, donc il va se passer ceci, donc il faut prévoir. Bref, je veux dire, ça coûte très cher. Et en plus, ça pose un problème qui est que la société, l'entreprise, ta boîte, elle ne peut pas vraiment financer ça sur le papier parce que c'est la sécurité de la famille et c'est de l'abus de bien social. Parce que dans le droit français, tu ne peux pas en fait mettre à disposition les fonds d'une entreprise pour ta famille. Ce que je comprends sur le principe, mais là, ça devient lunaire parce que c'est vraiment à cause de ton métier que tu dois protéger ta famille. Et donc, la plupart des gens ont des protections, ils mettent en place des solutions et à un moment ou à un autre, ça ne pourra pas durer éternellement. C'est-à-dire que peut-être que là, avec le Bitcoin qui s'écroule, ça va se résoudre de soi-même parce que même les criminels vont dire « Ah non, mais moi, le Bitcoin, j'en veux pas, c'est trop volatile. » Mais toujours est-il qu'actuellement, la menace, elle est là, elle est sérieuse et que malheureusement, pour beaucoup et de plus en plus, c'est le départ. Et le corollaire de ça aussi, c'est les gens qui ne viennent pas. Il y a des boîtes de crypto, mais jamais elles vont ouvrir un bureau à Paris. Ils se disent, mais jamais je vais installer des salariés à Paris, ça va me coûter trop cher de les protéger. Quand il y a des événements crypto en France, les gens ne viennent pas forcément. Ils se disent, attends, je ne vais pas aller à Paris. Je pense que même dans les notes de sécurité des entreprises, parce qu'ils gèrent le risque, etc., ils disent, non, non, vous n'allez pas en France. C'est trop dangereux. Ça va nous coûter trop cher d'assurer la sécurité. C'est un pays du tiers-monde, vu de l'extérieur, la France, parce qu'elle est incapable d'apporter une sécurité. Et ce n'est pas faute à la police ou à la gendarmerie qui font un travail exceptionnel à chaque fois qu'il y a des affaires. Enfin, il y a des enlèvements maintenant quasiment tout le temps. Je sais pas, GIGN, ils doivent être complètement dingues. Hein. Ça doit partir, là, tous les 2 jours, ils partent en mission pour faire des assauts, pour des enlèvements, alors qu'avant, ça n'arrivait, mais quasiment jamais. Enfin, je veux dire, c'est complètement délirant. Et je parlais récemment avec un ami qui n'est pas du tout dans la crypto. Il est dans l'immobilier. Et il me disait que dans son milieu aussi, tu as des gros promoteurs, tu as des personnes qui ont réussi, qui sont un peu connues, entre guillemets, dans le milieu, qui eux aussi font l'objet de faux livreurs Amazon, homejacking. Là, récemment, c'est un mec du Conseil d'État, homejacké à la maison. Donc bon, voilà. Autant dire que nous, c'est la crypto, on arrive. C'est horrible ce que je vais dire, mais on a la chance d'arriver à le médiatiser un petit peu. Oui, parce que ce sont des enlèvements. En fait, il y a des homejacking dans énormément de professions et c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'enlèvement. Pourquoi est-ce qu'il y a des enlèvements dans la crypto? C'est parce que la rançon peut être payée en crypto et donc il n'y a pas cette notion d'échange, d'aller déposer un sac de billets dans une poubelle pour qu'un autre vienne le récupérer. Donc, il y a cette vision et cette idée que tu peux rançonner quelqu'un à distance. Et donc, toute cette criminalité, elle se fait de l'étranger avec du recrutement de jeunes sur les canaux Telegram, WhatsApp, etc. pour 2 ou 3 000 balles. Ils montent des cellules comme des cellules terroristes qui ne se connaissent pas. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à le faire. Et c'est ça la différence, en fait, dans la crypto, c'est cette notion de gestion à distance, de paiement à distance, et avec des sommes qui sont énormes. À chaque fois, c'est 3 millions, 5 millions. Nous, c'était 10 millions d'euros qui étaient demandés. Les mecs, ils sont là, la tête elle tourne, hein, parce que si jamais il y a un truc qui réussit, ça n'a rien à voir. Hein. Les mecs, normalement, ils vont aller choper des gars qu'on démontre peut-être qu'ils valent cher, mais qui vont vendre 10 000 balles ou 15 000 balles. Là, on parle de centaines ou de millions. Et donc, c'est ça, en fait, qui crée cette différence avec les autres industries où, évidemment, il y a du danger, il y a toujours du danger en homejacking, etc. Okay. Non, mais c'est intéressant. Merci déjà pour cette précision. Mais c'est vrai que là, quand on parle de mexicanisation, c'est-à-dire en gros, voilà, moi je parle de uberisation de la criminalité, où maintenant tu peux trouver une équipe sur Snapchat, sur Telegram, je ne sais pas, et pour quelques milliers d'euros, tu vas pouvoir monter une équipe. Et derrière, t'en parlais lundi soir à la Nuit de la Liberté, tu parlais justement de l'asymétrie entre le coût, c'est-à-dire en gros ce que risquent les criminels et ce que ça leur coûte finalement. Et est-ce que tu peux là aussi, juste en 2 minutes, parce que je n'ai pas envie de le dire à ta place, tu l'avais bien théorisé, comment est-ce que la criminalité, c'est un marché comme un autre, avec une demande et une offre et un coût par rapport au risque? Tu peux nous faire cette démonstration? Je l'avais trouvée intéressante. Oui, bien sûr que la criminalité, c'est un business. En fait, ça peut être vu comme un business parce que leur but, c'est qu'ils font des investissements, ils essaient de récupérer de l'argent. Dans le cadre des enlèvements, monter un enlèvement aujourd'hui en France, alors ça peut être assez variable, mais en tout cas, ça coûte 20 30 000 euros entre le recrutement de 5-6 personnes, hein, des fois 10 personnes qui vont toucher 2-3 000 balles chacun, la location de Airbnb, la location d'une voiture, le catering, faut bouffer un peu aussi, les différents objets, il faut acheter un marteau, une hache,
faut aussi acheter des gants, faut, tu vois, des choses comme ça un peu. Faut acheter une bâche. Donc, bref, tu as des investissements, ça fait 20-30 000 balles pour aller potentiellement récupérer des millions. Et donc, l'investissement, c'est difficile de faire mieux parce que le ROI il peut être énorme. Et en plus, ceux qui lancent ces enlèvements, ils sont bien tranquilles à l'étranger. Donc, ils pensent qu'ils risquent rien. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Et le problème, et en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à changer ça? C'est faire augmenter les prix. En tout cas, moi, c'est ma thèse, parce qu'il y a un moment, la seule façon cohérente que je vois, c'est qu'il faut faire passer un enlèvement de 30 000 euros à 400 000 euros. Et là, mettre 400 000 euros sur la table, c'est plus la même histoire. Et c'est du reste pour ça que tu as moins d'enlèvements en Suisse ou dans d'autres pays, parce que là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. Les mecs sont dans la montagne et tout, il y a plus de police. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'exit, en fait. D'un point de vue logistique, c'est hyper compliqué de faire ce genre de choses là-bas. Et donc, là-bas, si vous voulez le faire, ce n'est pas des débiles de cité qui vont prendre, mais des vrais ex-militaires, etc. Et là, les prix, c'est un demi-million sur la table minimum. Donc, il faut faire monter les prix. Et pour faire monter les prix, il faut que la justice soit extrêmement sévère et envoie tous ces cassos directement en prison pour minimum 20 ans et puis perpète pour tous ceux qui ont vraiment participé de façon active à l'enlèvement. Et c'est ce qu'on peut espérer. Et là, pour le coup, j'ai un peu confiance en la justice. Là, tous ceux qui ont participé à l'enlèvement de David et d'autres enlèvements, parce que c'était la même équipe, ils sont tous en prison. Ils n'ont pas été relâchés. Personne ne veut les relâcher. Il y aura un procès dans 1 an, dans 2 ans. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour instruire. Et là, mais j'espère que ça va aligner les perpètes. Et pourquoi je pense que c'est possible? Parce que au niveau de l'État, s'ils ne font pas quelque chose, c'est le déclassement total, c'est la ruine, c'est la mexicanisation de la France, c'est terminé. S'ils n'envoient pas un signal fort, ça va au-delà en fait du simple fait divers. C'est quelque chose qui crée beaucoup d'émoi dans la population, qui crée de l'émoi chez les investisseurs et qui crée une vraie problématique vue de l'étranger sur la France. Donc, ils vont être obligés de faire quelque chose et c'est pour ça que je pense qu'il y aura une pression judiciaire de vraiment avoir des peines exemplaires. Écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Alors, on espère 2 choses. On espère la célérité de la justice, parce qu'il est là aussi le problème. C'est-à-dire passer l'émotion de l'action, un procès dans 3 ans, surtout qu'il faut faire attention, parce que la détention provisoire, en attendant le procès, elle est limitée aussi. Pas garder en prison en attendant son procès éternellement. Donc, il y a un risque aussi, si ça prend trop de temps, à ce qu'il soit libéré et qu'ensuite il comparaisse libre. Ça existe, on l'a vu dans des affaires aussi terribles. Et après, on espère, bien sûr, comme tu le disais, des peines qui soient exemplaires et pour que ça envoie un message à tous les autres. Mais là encore, c'est une question de saison, parce qu'en vérité, ça se trouve, d'ici là, ils seront passés à autre chose et le mal aura été fait. Alors, encore une fois, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. La justice, on sait très bien, comme beaucoup de ministères aujourd'hui, beaucoup de secteurs publics, on paye toujours plus d'impôts, mais ils sont toujours plus affaiblis. Mais bon, en tout cas, on espère. Petite question pour toi. Tu t'es beaucoup exprimé sur la taxe Zuckman. Et alors justement, moi, j'ai théorisé une espèce de tenaille. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Soit on reste en France, on déclare toujours plus d'informations, on met en danger sa vie, celle de ses proches, et derrière, il y en a même certains que j'entends dire que tu finalement serais complice de cet État, puisque tu finances cet État, finalement, il faudrait te barrer. J'ai vu ça quelque part. Et l'autre côté de la tenaille, plutôt à gauche, où on va au contraire te traiter de traître parce que tu as quitté la France et parce que tu es un horrible patron et que tu ne veux pas payer d'impôts, alors qu'on sait que tu es parti et que tu as dû couper tes racines, quitter un pays que tu aimes bien et tout ça. Donc, il y a une tenaille entre les deux. Comment on arrive à sortir justement de ce piège, toi qui es entrepreneur En fait, cette tenaille sous ce marteau et l'enclume, je le vois, j'entends effectivement les gens qui peuvent me reprocher l'un ou l'autre en intention, mais à un moment, il n'y a qu'une seule chose qui compte. En fait, c'est ma vie, la sécurité de ma famille. Si à un moment, j'estime que vraiment le danger est trop grand, alors là, je peux dire, j'en ai rien à faire de ce que peuvent penser qui que ce soit ou quiconque sur le fait que je sois parti ou pas, de gauche ou pas, c'est pas le sujet, je partirai. Aujourd'hui, pourquoi je ne pars pas en fait? Parce que tout le monde me dit, mais Eric, pourquoi tu ne pars pas? Tu vois, tu es en train de décrire une situation qui est quand même terrible. En plus,
un environnement avec des impôts, il n'y a rien qui marche. Enfin, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu pars pas? En fait, les gens ne comprennent pas. Bah, tout simplement parce que j'aime mon pays, j'aime la France. Je suis déjà parti, je me suis déjà expatrié. Je sais ce que c'est que de quitter la France, que de quitter son pays. Et moi, je suis fondamentalement patriote. Et j'ai envie de rester parce que je sais aussi qu'en étant là, en ayant la tribune que j'ai, parce que j'ai une notoriété, une plateforme, bah, j'estime avoir une forme de responsabilité, en fait, d'utiliser cette plateforme pour pouvoir essayer de faire bouger les choses et donc d'avoir un impact, même minimum, sur les choses en portant des messages, en essayant d'avoir à la fin, de faire bouger le curseur pour que les choses aillent mieux. Et je pense que si je le faisais de l'étranger, je serais moins crédible, parce que là, au moins, je suis droit dans mes bottes, je suis en France, et effectivement, je continue de payer des impôts, et donc, oui, je continue d'alimenter le système, mais là, c'est quand même un procès qui est assez injuste, parce que, ok, je paye des impôts, mais je ne représente pas 10% du PIB français, que je sois là ou que je ne sois pas là, que je paye des impôts ou que je ne paye pas, ça va rien changer. Donc, je ne pense pas que l'impact est réel, il est plus, on va dire, théorique. Et bon, je comprends l'idée de se dire on n'a qu'à tous se barrer, le pays va crever, et puis ensuite on pourra revenir le reconstruire. Ouais, super, moi aussi, quand j'ai bu 2 verres au café, je peux raconter une connerie pareille, mais à un moment, il faut aussi être réaliste sur les options qu'on a. Je veux dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc en tout cas, je préfère rester, essayer de me battre, mais si à un moment je m'aperçois que c'est trop dangereux ou que ça pose trop de problèmes, j'hésiterai pas une seconde à partir, parce que la seule chose qui compte, c'est l'intégrité de ma famille. Alors d'ailleurs,